Alors, aujourd'hui, on va voir la partie des grammaires LL1. Donc, rappelez-vous, déjà, lors des précédents cours, on a vu l'analyse lexicale. L'analyse syntaxique, bon, il y a deux parties, celle qui est descendante et celle qui est ascendante. On a commencé par la partie descendante, dans laquelle on a vu deux principales méthodes qui sont par procédure récursive et par la table d'analyse prédictive. D'accord? Donc, pour les deux algorithmes, on a vu des exemples, on les a déroulés, on a fait l'analyse syntaxique descendante. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, les grammaires LL1. Alors, c'est quoi les grammaires LL1? C'est une partie qui est très importante dans l'analyse syntaxique descendante. Pourquoi? Parce que ces grammaires ont certaines propriétés qui sont très importantes quand on fait de l'analyse syntaxique descendante. Je précise bien descendante. Bien, alors, rappelez-vous, lors de l'exercice numéro 2 de la fiche de TD2, on a vu l'exercice sur la table d'analyse prédictive. Et à la fin, on a fait une remarque concernant la table. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si une grammaire, plutôt si une table d'analyse prédictive est multidéfinie, ça veut dire que la grammaire est non LL1. Par contre, dans le cas où elle est à entrée unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver plus d'une règle dans les cases de la table d'analyse, là on dit qu'elle est forcément LL1. Alors pour qu'une grammaire soit LL1, il faut vérifier certaines conditions. D'accord? C'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui. Alors, dans le cours, dans le support de cours, vous allez suivre en même temps avec moi. Il y a la partie des grammaires LL1. Là, voilà. Donc, on va lire ensemble. Et on expliquera après les différents exemples sur lesquels on peut faire, on peut transformer ou bien vérifier des grammaires qui sont LL1. Alors, donc, en premier lieu, voilà, on vous dit si la table prédictive est multidéfinie, c'est-à-dire si on trouve une case qui est occupée par plus d'une règle, là on dit que la grammaire est non LL1. Alors le LL1, certains m'ont demandé c'est quoi les initiales de LL. Donc le premier c'est left to right scanning, qui veut dire quoi? Qui veut dire on va faire un parcours de l'entrée de gauche vers la droite. D'accord? Donc, left, ça veut dire de gauche à droite. Leftmost derivation signifie dérivation à gauche. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on construisait l'arbre syntaxique, par exemple, on faisait ça, est-ce qu'il donne E, etc. Par exemple, CD, etc. Donc, quand on construisait, on faisait toujours la construction de gauche vers la droite. D'accord? Donc, c'est ça la signification des grammaires LL. Et use one, le 1 veut dire un symbole pour faire l'analyse. C'est-à-dire on va considérer juste un symbole. Il y a dans d'autres cas où on utilise plus d'un. Donc là, le symbole look ahead signifie un symbole. Donc ça, c'était une définition de ce que veut dire les deux N de la grammaire LL. Bien, alors, une grammaire est dite LL1. On continue. Si pour toute règle de la forme A qui vous donne alpha ou B, les conditions suivantes sont vérifiées. Vous avez devant vous les conditions. Donc on vous dit que début alpha intersection début bêta, il faut qu'il soit égal à l'ensemble vide. Un seul de alpha ou bêta, il faut qu'il peut dériver au mot vide. Voilà. Et si bêta donne mot vide, donc on vérifie le début de alpha intersection suivant de A, il faut que ce soit égal à l'ensemble. D'accord? Donc on vous dit que ces conditions entraînent l'unicité de l'existence d'une règle dans une case de la table prédictive. Donc, quand ces règles, ou bien on parle aussi de théorème, sont vérifiées, soyez sûr que dans la table d'analyse prédictive, elle est unique, ou bien à entrée unique. D'accord? Donc, ces conditions, c'est une autre manière de les utiliser, ou bien de les appliquer pour vérifier qu'elle est réellement elle. Toutefois, vous avez la remarque suivante. On vous dit toute grammaire qui est ambiguë, ou bien récursive à gauche, ou bien non factorisée à gauche, est non LL1. Donc on verra ce que veut dire. Bon, l'ambiguïté, vous la connaissez. On sait ce que c'est qu'une grammaire ambiguë. La récursivité à gauche, on va la voir maintenant. C'est-à-dire quand vous avez une grammaire
dans certains cas, vous avez des règles où on remarque une récursivité qui se fait à gauche. Des règles de production. Oui, voilà. Donc on verra des exemples justement par la suite et non factorisés à gauche. Donc pour tout ça, il suffit qu'une condition ne soit pas vérifiée pour dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas. Alors, c'est quoi la récursivité à gauche? Alors sachez que quand elle est récursive à gauche, on peut la transformer, on peut enlever cette récursivité à gauche. Comment? Vous avez devant vous la règle, on vous dit déjà comment elle est sous quelle forme une règle qui est récursive à gauche, ou une grammaire qui est récursive à gauche, elle a cette forme. La même. Exactement. Alors regardez dans le tableau, vous avez A qui donne A alpha ou bien bêta. Voilà la récursivité à gauche. Elle est là. D'accord? Donc, pour toute règle de cette forme-là, on peut la transformer en une règle qui n'est pas récursive à gauche. Comment? En appliquant cette règle-là. Donc, quand vous avez A qui vous donne A alpha ou bien bêta, voilà ce qu'on va faire. On va la transformer déjà en deux règles. D'accord? Comment? Voilà le principe. Ce sera A qui donne bêta A', un autre nom terminal qu'on va rajouter, et A', ce sera alpha A' ou bien mauve. Donc dans ce cas-là, elle devient récursive à droite. Et la récursivité à droite ne nuit pas à l'analyse syntaxique des sons. Voilà. Donc, regardez, si je vous donne un exemple, je ne sais pas, par exemple, on va prendre S qui donne SA ou B. D'accord? Donc ça c'est un nom terminal, ça c'est déterminé. Donc si je veux la transformer, c'est-à-dire enlever la récursivité à gauche, je vais faire ça. On aura S qui donne S' ou B. Non, c'est pas S'. Regardez bien. Vous appliquez la règle. Ça nous donne quoi? Ça nous donne B, S'. Et S' me donne A, S', ou bien mauve. Très bien, c'est ça. D'accord? Donc voilà comment on élimine la récursivité à gauche. Donc ça c'est pour la récursivité à gauche. Maintenant, avant de passer à la factorisation, on reste toujours dans la récursivité à gauche, parce qu'il y a un autre cas qui peut être, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir directement. C'est pour cela qu'on a mis récursivité gauche directe et récursivité gauche indirecte. Là, on voit la récursivité. D'accord? On la voit. Par contre, regardez dans cet exemple, il y a une grammaire qui est récursive à gauche. Mais on ne la voit pas directement. Comment on peut s'en apercevoir? C'est quand vous avez A qui donne, regardez, je vais reprendre l'exemple. A qui donne B alpha. D'accord? On a B, grand B qui donne A bêta, ou bien. Donc, regarde, si je remplace le B, voilà le B, voilà ce qu'il me produit. D'accord? Donc ça c'est bêta. Donc si je remplace le B dans la règle de A, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais avoir ça. A qui me donne A bêta alpha. D'accord? Ou bien alpha. Voilà. D'accord? Alors remarquez bien. Ici. On a le gamma alpha. Hein? Le gamma alpha. Oui, très bien, vous avez raison, oui. J'inverse. C'est gamma alpha. Très bien. Bien. Donc, regardez, une fois on a remplacé le B ici, qu'est-ce que vous remarquez? Elle est devenue récursive à gauche, n'est-ce pas? Cette récursivité, on ne l'a pas vue au début. C'est quand on a remplacé qu'on vient de le remarquer. Donc là, la même chose, on va la transformer. D'accord? En enlevant la récursivité gauche, comment? On aura A qui me donne, donc, lambda alpha A', d'accord? Je vais la nommer comme ça. Et après, me donne, qu'est-ce que ça me donne, si vous avez bien compris? Je vous écoute. Ça me donne alpha. Très bien. Alpha, après, ou bien. C'est clair? Voilà.
Donc ça, c'est comment on peut enlever la récursivité à gauche. Maintenant, la factorisation. Donc la factorisation, aussi, vous la connaissez. C'est-à-dire, c'est quand on prend un facteur. Regardez. La factorisation. Voilà l'exemple. Donc toujours dans le cours support de cours que vous avez. Donc pour chaque nom terminal 1, trouvez le plus long préfixe qui est en commun, d'accord, à deux de ces alternatives ou plus. C'est-à-dire, regardez, ici vous avez une règle A qui vous donne alpha, bêta 1, alpha, bêta 2, etc. jusqu'à alpha, bêta n, jusqu'à 1. D'accord. Donc là, vous avez A qui vous donne alpha après, d'accord. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'on a pris de alpha qui peut être mis en facteur, n'est-ce pas? Oui. Donc on prend le alpha avec après un autre nom terminal, d'accord. Et le reste, là où il n'y a pas alpha, on le garde tel qu'il est. Et après, ça me donne quoi? Ça me donne tous les autres parties qui étaient avec alpha, c'est-à-dire bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta 1. La factorisation, elle est très simple à faire, d'accord? Donc voilà comment on peut transformer une grammaire récursive en grammaire non récursive, une grammaire qui n'est pas factorisée vers une grammaire factorisée. D'accord? Voilà. Donc, tout ça, on va le dérouler sur un exemple dans lequel on va voir comment on peut travailler sur une grammaire LN. Alors, il y a un exemple, d'accord, qui est donné toujours dans votre support de cours. Le voilà. L'exemple. Il est. D'accord? Ok. Alors, dans cet exemple, vous avez la grammaire qui est devant vous. Donc, les terminaux. Les noms terminaux, ici, il y a un seul. L'action et les règles de production. D'accord? Les règles de production, elles sont là. À première vue, cette grammaire, elle me permet de faire quoi? Elle me permet de générer des expressions arithmétiques, de la somme, de la soustraction, voilà, les opérations arithmétiques aussi. Donc, et on utilise un identificateur. Aussi, il y a possibilité d'utiliser les parenthèses. On a vu un exemple qui ressemble à ça dans le TED. D'accord? Donc, dans la première question, on vous demande de faire quoi? On vous demande de montrer que cette grammaire est ambiguë. Alors, quand on veut, c'est-à-dire démontrer qu'une grammaire est ambiguë, il suffit de trouver un mot qui est ambigu. D'accord? Un mot qui est ambigu, c'est-à-dire il a deux ordres de dérivation qui sont différents pour le même. D'accord? Donc, un exemple de mot ambigu, le voilà. On vous dit, il y a le W, le mot ID plus ID fois ID. D'accord? Donc, si j'utilise les règles de ma grammaire, j'aurai E qui me donne E plus E. D'accord? Ensuite, E fois E. Non, pardon. Là, je suis trompée. On va corriger. Priorité. On n'a pas encore parlé de priorité pour le moment. D'accord? Donc, je vais mettre E qui me donne ID. D'accord? Là, E qui me donne E fois E. Là, et ces deux dernières, on va aider. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est mon mot? Il est là. ID plus ID fois ID. D'accord? Maintenant, je peux aussi, pour le même mot, avoir un autre arbre de dérivation. Comment? Alors, je peux avoir ça. E fois E. Là, je mets E plus E. C'est là E qui me donne ID, E qui me donne ID. Voilà le mot. Vous voyez? C'est toujours le même. ID plus ID fois ID. Donc là, ce sont deux arbres syntaxiques, d'accord, différents pour le même. Donc, puisque W est ambigu,
automatiquement, ma grammaire G est aussi ambiguë. D'accord? Ça, c'est la première question. Donc, là, ça veut dire, si elle est ambiguë, dès le début, on va dire qu'elle n'est pas à L1. Et si elle n'est pas à L1, on ne peut pas faire l'analyse syntaxique descendante. Donc, il faut la transformer. Alors, quand on transforme une grammaire, comment on peut faire cette transformation d'une grammaire ambiguë en grammaire non ambiguë? Alors là, sachez qu'il n'y a pas de méthode à suivre. Parce que l'ambiguïté, c'est quoi l'ambiguïté? On dit que c'est tout simplement une grammaire qui a été mal formée ou bien mal écrite. Donc, comment on peut la transformer? Il faut jouer sur les règles, il faut les revoir. Il faut tout simplement redéfinir les règles de votre grammaire. Tout en gardant bien évidemment le même principe. C'est-à-dire, ici, si je veux faire des opérations arithmétiques, donc il faut que ça me génère toujours des expressions arithmétiques. Seulement, les règles de production, il va falloir les redéfinir, d'accord? Ou bien les réécrire d'une autre manière. Alors, c'est pour ça que dans la deuxième question, on vous demande de trouver une grammaire G' qui est équivalente à G en éliminant l'ambiguïté et la récursivité à gauche. Là aussi, il y a la récursivité à gauche. J'espère que vous l'avez remarqué. Oui. Regarde, voilà. Donc, elle est aussi récursive à gauche. Donc, avant d'éliminer la récursivité, commençons plutôt par enlever l'ambiguïté. D'accord? Donc, comment on enlève l'ambiguïté? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, quand on enlève l'ambiguïté, il y a une redéfinition des règles de production de la gamme. Donc regardez la proposition suivante. Vous avez donc E qui vous donne E plus T, ou bien, ça c'est T, ou bien E qui donne E moins T. D'accord? Donc là, je suis en train de m'intéresser juste aux opérateurs de plus et de moins, c'est-à-dire la somme et la soustraction. Ou bien T. D'accord? Donc on va garder le plus et le moins en premier. En plus, on va s'intéresser à la multiplication et à la division. Pourquoi? Parce que le moins et le plus ont la même priorité. Et la multiplication et la division aussi. D'accord? Donc là, je vais passer à T. Donc, bien évidemment, quand j'écris de nouvelles règles, je n'oublie pas aussi de rajouter de nouveaux terminaux. Vous pouvez utiliser autant de non-terminaux que vous voulez. D'accord? Donc, T fois F, ou bien T divisé par F, ou bien F. Donc, il y a récursivité d'une façon indirecte. Non, elle est récursive de manière directe, là. Hein. Regardez bien. T, regardez. Elle est récursive à gauche. Moi, je vous ai dit, on commence par enlever l'ambiguïté. On commence d'abord par ça. Ensuite, on verra comment on enlève la récursivité. Et après, on verra s'il y a aussi une factorisation qui est possible à faire. D'accord? Donc, on commence d'abord par réécrire les règles tout en enlevant l'ambiguïté. Donc, regardez, dans cette nouvelle grammaire, l'ambiguïté, elle a été levée. Comment, c'est-à-dire, vous pouvez après chercher n'importe quel mot, d'accord, pour lequel, c'est-à-dire, vous allez vérifier si ambigu ou non. Vous n'allez trouver aucun mot ambigu. Soyez sûr de ça. D'accord? Donc, cette grammaire, en la redéfinissant de cette manière, elle devient non ambiguë. D'accord? Donc, quand elle est non ambiguë, c'est pas suffisant pour dire qu'elle est devenue LL1. Et c'est pas suffisant pour pouvoir faire l'analyse syntaxique descendante. Il faut aussi vérifier les autres cas. Donc, c'est-à-dire, là, quand on l'a redéfinie, elle est restée quand même récursive à gauche. Donc, on doit enlever la récursivité à gauche. Élimination
de la récursivité gauche. Alors, comment on enlève la récursivité à gauche? On regarde. La récursivité à gauche, elle est là. D'accord? Donc, comment on va enlever la récursivité à gauche? On va commencer par la première règle. Ce sera E qui me donne quoi? Qui me donne T, E'. D'accord? Oui. Après, E', ça va me donner quoi? Ça va me donner plus T, E', ou bien moins, très bien, moins T, E', ou bien moins. Donc voilà pour la première règle qui a été transformée. Maintenant la deuxième règle. Pour la deuxième règle, ce sera T qui me donne F, T', T' qui me donne fois F, T', ou bien diviser F, T', ou bien oui. Très bien. Et pour la dernière règle, il n'y a rien à faire, elle n'est pas récursive à gauche, donc c'est bon. Donc là, on aura F qui me donne E, ou bien I. Donc voilà la nouvelle grammaire après élimination de la récursivité à gauche. Donc c'est bon. Maintenant, il nous reste à vérifier la factorisation. Donc à votre avis, est-ce qu'on peut faire une factorisation? Il n'y a pas de terminal qui se répète, d'accord, dans les différentes dérivations des règles, pour pouvoir le mettre en facteur. D'accord? Donc là, s'il n'y a pas de factorisation à faire, donc c'est bon. On pourra donc faire de l'analyse syntaxique descendante. Donc l'analyse syntaxique descendante qu'on va faire, alors dans l'exercice, on nous demande quelle méthode? On nous demande, on va voir la méthode par la table d'analyse prédictive. Donc ça aussi, on l'a vu. Donc on va le revoir dans cet exemple. Donc pour la table d'analyse prédictive, donc ça c'est bon, je l'efface, c'est bon. On ne va plus travailler avec. On va plutôt travailler avec cette grammaire. D'accord? Donc, avant de faire la table d'analyse prédictive, et on verra après si elle est multidéfinie ou pas. Oui. On va chercher les débuts et les suivants. Oui, toujours. Donc, il faut calculer maintenant les débuts et les suivants, d'accord, pour tous les noms terminaux de notre grammaire. Donc, les débuts, les suivants. Donc, on a pour E, donc E c'est toujours l'action, E', T, T', et on a quoi d'autre? Et F, d'accord? Voilà. Allez, on commence par les débuts. Donc je rappelle, le calcul des débuts se fait comment? Donc on va chercher par quel terminal peut commencer une règle qui est générée par un certain nom terminal pour lequel on est en train de calculer le début. Donc si je m'intéresse par exemple à E, donc E, il est là. Les débuts de E, c'est quoi? C'est les débuts de T. D'accord? Bon, c'est le début de tout ça. Après, on va voir les débuts de T. Début de T, il est là. C'est quoi ces débuts? C'est le début de F. Début de F. Et F, où est-ce qu'il est? Il est là. Ces débuts, c'est quoi? Parenthèse ouvrante, I. Très bien. Donc je vais aller dans début de E, de T et de F, je vais mettre la même chose. Donc parenthèse ouvrante, ID. Parenthèse ouvrante, ID. Et dans F, la même chose. D'accord? On continue. Maintenant, les débuts, qu'est-ce qu'il nous reste? De E'. Le début de E', c'est clair. C'est soit plus, soit moins, soit moins. Donc, plus, moins, moins. La même chose pour T'. Ce sera quoi? Soit étoile, soit division, soit mobile. Voilà. Donc ça, c'est pour les débuts. Maintenant, pour les suivants. Pour les suivants, on a dit, on regarde les parties droites des règles. Et ça dépend dans quel nom terminal on est. Par exemple, pour le E. Je vais chercher le E. Où est-ce qu'il est? Il se trouve là. Donc il est suivi de quoi?
de la parenthèse fermante. Donc, parenthèse fermante fait partie des suivants de E. Et dollar, maman. Et on rajoute aussi le dollar parce que c'est l'action. Voilà. Maintenant, on va calculer les suivants de E'. Tiens, les suivants de E'. Il est là E', là et là. Dans les trois cas, il est à la fin de la règle. Quand il est à la fin de la règle, son suivant, c'est le suivant de Très bien. Donc, suivant de E, il faut les calculer. D'accord? On va mettre ça de côté, on y reviendra après. Suivant de E', c'est suivant de E. Et les suivants de E, on va voir où est-ce qu'il est de E. Ah, on les a déjà calculés, pardon. On les a calculés dans parenthèse fermante. Donc, on va reprendre les suivants de E, parenthèse fermante, c'est tout. Bien. On continue. Pour T'. T', il est là. Et là aussi. Donc, dans tous les cas, il est à la fin de la règle. Son suivant, c'est quoi? C'est le suivant de T. Le suivant de T, on ne les a pas encore calculés, donc suivant de T', c'est égal au suivant de T. D'accord? Donc, on va s'intéresser au suivant de T. Le T, il est où? Il est là, là et là. Alors là, il faut faire attention, parce qu'il est suivi d'un nom terminal. D'accord? Donc, s'il est suivi d'un nom terminal, il faut voir, je vais prendre juste celui-là. Donc, je vais écrire la règle, E qui me donne T, E'. Donc, les suivants de T, c'est les débuts de E'. Et quels sont les débuts de E'? Les débuts de E'. Ce sont plus, moins et non plus. Très bien. Plus, le moins et le mot vide. Alors, le mot vide, on l'a déjà dit. Il ne peut jamais figurer dans les suivants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le mot vide, E' par mot vide. Dans le suivant de E. Et ça me donnera quoi si je le remplace par mot vide? Je vais avoir une règle de la forme E qui me donne T. Du coup, le suivant de T, ce sera le suivant de E. Donc, on rajoute à ça le suivant de E. Les suivants de E, on les a déjà. C'est parenthèse fermante. Donc là, on est dans T, parenthèse fermante, dollar, d'accord? Plus et revient. D'accord? Donc on prend plus et moins. Oui, bien sûr. À la place de mot vide, on prend les débuts de E. Bien, vous avez compris, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on a le mot vide, il faut faire attention. Donc, je rappelle que le mot vide n'appartient jamais au suivant et le dollar n'appartient jamais au début. D'accord? Donc ça, c'est une règle à retenir. C'est clair? Voilà. C'est